avec Hector Berlioz, on entre dans quelque chose d'assez différent que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans la génération romantique. Il est né en 1803, comme vous le voyez, il est donc plus ancien que la plupart des compositeurs de cette génération, il est presque de la génération de Schubert, et pourtant c'est peut-être, avec Liszt et Wagner, le compositeur le plus innovant, le plus expérimental, le plus radical de cette génération. Je l'avais comparé à Mendelssohn dans mes vidéos sur Mendelssohn, c'est une opposition qui est assez classique, et qui tient sur plusieurs aspects. Tout d'abord, Berlioz, ce n'est pas quelqu'un qui a eu une voie toute tracée devant lui depuis son plus jeune âge. Il a dû lutter pendant une grande partie de sa vie, pendant même toute sa vie, d'abord pour imposer son choix d'une carrière musicale à sa famille, qui aurait préféré qu'il suive la voie paternelle et qu'il fasse de la médecine ou qu'il fasse du droit. Il avait entrepris des études de droit. Non, il se décide pour faire de la musique, carrière évidemment beaucoup plus instable, beaucoup moins Biedermeier. Et il a dû lutter pendant toute sa vie pour imposer sa musique. Comme on le verra, la France, à cette époque-là, ne vit pratiquement que pour l'opéra, pour le grand opéra. Et Berlioz a aussi tendu pendant l'essentiel de sa vie vers l'opéra, ça l'a peut-être aussi amené à faire quelques concessions à la fin de sa vie, pour pouvoir enfin être joué et peut-être plus apprécié et accepté en France. Berlioz a effectivement eu la surprise, lorsqu'il a voyagé en Allemagne et en Russie, de s'apercevoir que dans ces pays, il était beaucoup plus apprécié et plus connu que dans son propre pays, la France, dans lequel sa musique avait beaucoup de mal à s'imposer. Sa biographie est mouvementée, comme je l'ai écrit ici. C'est l'un de ces auteurs qui a une biographie qui correspond à la musique qu'il écrit, ou à l'art qu'il écrit en général. C'est un vrai romantique, Berlioz, et c'est d'autant plus vrai que c'est une plume extraordinaire, c'est un littéraire fondamentalement, comme on va le voir. Il a écrit ses mémoires, et évidemment, elles sont non seulement écrites selon un style qui capte vraiment l'attention, c'est vraiment une lecture facile et passionnante, mais elles sont aussi assez romancées. Il a tendance à faire coller ses modèles et ses rêves littéraires sur sa propre biographie, ce qui en fait encore plus un personnage romantique, bien sûr. Le parallèle, ou plutôt l'opposition avec Mendelssohn, à mon avis, porte surtout sur un point qui pourrait expliquer tous les autres, c'est celui-là. Dans la mesure où il commence la musique sur le tard, où il se met à la musique par intérêt littéraire, en fait, il comprend, parce qu'il a découvert Beethoven, Weber et Shakespeare, la puissance que peut avoir la musique dans l'élaboration d'une idée artistique, et en particulier d'une idée théâtrale. Il se met à la musique, mais il se met à la musique sur le tard. Et donc, il ne dispose pas des outils techniques dont dispose un Mendelssohn, dont dispose quelqu'un qui a, depuis son plus jeune âge, étudié la musique, ou même étudié un instrument tel que le piano. Berlioz ne joue pas bien du piano, voire presque pas du tout, il joue un peu de la guitare, mais il n'a pas vraiment de formation de musicien. Et donc, ça l'amène, bon, tout d'abord à être plutôt maladroit lorsqu'il s'agit d'écrire de la musique selon les procédés traditionnels. Ça, on l'a déjà dit, c'est clair que c'est pas lui qui va vous faire du contrepoint à la barre. Par contre, ça l'amène aussi à avoir un regard neuf, un regard de littéraire, un regard d'intellectuel sur la musique. Et notamment, ça va l'amener à explorer des dimensions qui n'ont pas encore été très bien défrichées dans la musique de son époque, et notamment la question de l'orchestration. Ce n'est pas Mendelssohn qui aurait écrit un traité d'orchestration, les anciens ne l'ont pas fait, c'est Berlioz qui va écrire le premier grand traité d'orchestration et d'instrumentation moderne, c'est son titre, de l'histoire de la musique, à partir des années 1840, comme on va le voir. Donc, il est, si je puis dire, innovant par nature, parce qu'il s'intéresse à la musique, non pas en tant que musicien, mais en tant qu'intellectuel. Il a un regard frais, neuf et pas trop bien formé, disons, pas trop académique, sur la musique. Du reste, les professeurs qu'il a eus au conservatoire une fois qu'il s'est mis à la musique, Le Sueur et Reicha, étaient de compositeurs plutôt originaux et plutôt radicaux dans la période précédant la sienne également. Donc, Berlioz est un littéraire. Je l'ai dit, Shakespeare, c'est le grand idole de sa jeunesse. C'est finalement Beethoven à la 9e symphonie. Remarquez que tous les compositeurs qui ont été ses modèles ont tous écrit pour le théâtre. Ce sont des compositeurs qui ont fait ce lien justement entre la musique et le théâtre, et en disant la poésie au sens large, ou la littérature au sens large. Donc, bon, Berlioz est un littéraire, et pendant l'ensemble de sa carrière, comme Schumann, mais encore beaucoup plus que Schumann, il va écrire. Il sera un écrivain, notamment il va écrire des utopies, dans lesquelles il met en scène, par exemple, une cité de l'avenir dans laquelle le niveau musical est le critère social, au fond, où la vie est centrée autour de la pratique musicale. C'est un peu les maîtres chanteurs de Nuremberg, de Wagner, si vous voulez, ce qui est très surprenant à lire aujourd'hui, parce qu'on se dit, mais il y croyait vraiment.
Eh bien oui, parce que la plupart des utopies de cette époque-là ont ce type de caractéristiques-là. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on pensait, suite à la Révolution française, qu'un avenir radicalement nouveau était encore à définir, était encore à créer lorsqu'une occasion se présenterait. Bref, on verra que cette radicalité dans son écriture se retrouve aussi dans son écriture musicale et dans sa façon de voir la musique, ce que je trouve effectivement intéressant. Et puis c'est un critique musical. Il sera d'ailleurs certainement mieux connu en France comme chef d'orchestre, comme un des chefs d'orchestre les plus incroyables de sa génération, et comme écrivain et critique musical que comme compositeur. Il aura beaucoup plus de mal à s'imposer. Alors, quelles sont les caractéristiques de la pensée et de la musique de Berlioz? Je vais commencer par le plus évident. Berlioz est un compositeur d'orchestre. Je ne l'ai dit, ce n'est pas un pianiste. Ce n'est donc pas quelqu'un qui pense d'abord, disons, l'harmonie ou la structure, le mouvement des voix au piano, comme peuvent le faire d'autres compositeurs, et qui ensuite pense orchestration. Il pense tout de suite orchestre. Et lorsqu'il imagine la musique, il l'imagine déjà avec son timbre. Je pense que c'est ça l'élément central qui permet de comprendre la place de Berlioz, l'importance de Berlioz dans l'histoire de la musique, et ce qui explique pourquoi il a été tellement apprécié et même vénéré à partir de la fin du 19e siècle et pendant tout le 20e siècle. C'est la question de l'orchestration. Je l'ai dit tout à l'heure, il a écrit le premier grand traité d'instrumentation et d'orchestration de l'histoire de la musique, dans lequel il ne fait pas que nous expliquer comment on peut utiliser les instruments et qu'on peut en mettre beaucoup à la fois. Berlioz est connu pour ça, ses orchestrations monumentales, mais il montre aussi là où les instruments sont à l'aise, là où ils ne le sont pas. C'est quelque chose qu'on apprend au cours d'orchestration. C'est pas tout de savoir qu'une clarinette peut jouer telle ou telle note, il faut encore savoir comment ça sonne quand elle joue telle ou telle note. Ce qui implique que pour Berlioz, écrire en ré bémol majeur ou en do majeur, c'est pas la même chose, non pas parce que c'est pas la même hauteur, mais parce que ça n'a pas le même son. Suivant que vous donnez, il y a une anecdote à propos des francs-juges où il demande justement à un tromboniste, j'ai écrit ce passage en ré bémol majeur, mais j'ai peur que ça sonne super mal parce que c'est pas une tonalité très aisée pour les trombones. Il va demander à un tromboniste, est-ce que ça va jouer? Le tromboniste le rassure en lui disant, au contraire, ça sonne très bien ré bémol au trombone, ne vous en faites pas, ça va jouer. Et donc, il a écrit en ré bémol. Les tonalités ont pas seulement les tonalités, les sons, les hauteurs de notes ont une caractéristique pas seulement liée à leur harmonie, à leur place dans un accord, mais au timbre, à la place dans un registre d'un instrument. Et donc, donner un accord de la bémol à telle ou telle famille d'instruments, ça ne va pas sonner la même chose. C'est aussi sur ces points-là que Berlioz insiste dans son traité d'instrumentation. Il ne s'agit pas que de décrire ce que les instruments peuvent faire, mais de décrire comment ils le font. Ce n'est pas seulement une question de tessiture, mais aussi d'association possible, de techniques possibles d'utilisation et de registres. Je dirais une façon de résumer l'apport de Berlioz à l'histoire de la musique, qui commence d'ailleurs son traité d'orchestration en disant la phrase suivante, tout corps sonore mis en œuvre par le compositeur est un instrument de musique. On a l'impression que c'est Varèse ou Boulez qui aurait pu écrire cette phrase au XXe siècle. Donc, peut-être l'idée centrale qu'il faut retenir quand on parle de Berlioz et de l'orchestration, c'est l'idée que le timbre, paramètre jusqu'ici négligé de la musique, paramètre du son négligé jusqu'ici, devient un paramètre à part entière de la composition. Je n'insisterai jamais assez sur cette phrase parce que ça va devenir un élément capital pour comprendre par exemple Debussy, qui va encore beaucoup plus loin que Berlioz sur ce point-là, ou bien Mahler, qui est peut-être l'héritier direct de Berlioz sur ce plan, et pratiquement tous les compositeurs de la musique contemporaine, tous les compositeurs, pas seulement contemporaines d'ailleurs, tous les compositeurs du XXe siècle, y compris dans les musiques actuelles, c'est l'importance de plus en plus grande apportée au timbre, qu'on considère comme peut-être même l'élément central maintenant du discours musical. Donc, je m'explique. Si vous interprétez un motet de Josquin, Renaissance, ou une symphonie de Mozart, ou peu importe, une œuvre baroque, et que vous vous dites, avant de l'interpréter, je vais la jouer au piano. Imaginons que vous fassiez votre motet de Josquin au piano. Vous avez quand même joué du Josquin. Certes, ce n'est pas exactement comme ça que vous pensez que ça doit sonner, mais ça reste du Josquin. Vous faites une symphonie de Mozart au piano, ça reste une symphonie de Mozart. Vous vous donnez une idée assez claire de comment ça va sonner, et après, vous allez trouver l'orchestre pour le faire, éventuellement. Alors que si vous prenez, disons, une symphonie de Mozart et que vous changez une note, c'est une fausse note. Ce que vous avez fait, c'est plus du Mozart. On n'aurait pas idée de modifier une note dans une symphonie de Mozart. Eh bien, chez Berlioz, changer l'orchestration, ça revient à changer une note dans une symphonie de Mozart. Si je veux simplifier cette idée ou la rendre plus compréhensible. Le timbre, c'est l'un des paramètres du son. Et modifier le timbre d'un instrument, changer l'instrument qui doit le jouer, c'est modifier le son tel qu'il est censé être produit pour Berlioz. En allant plus loin, pour un compositeur comme Varèse, on pourrait même dire, je ne pense pas qu'il m'en aurait voulu de le dire, que changer une note chez Varèse est moins grave que de changer le rythme ou de changer l'instrument.
le timbre de l'instrument demandé ou des instruments demandés est un élément crucial, devient, avec Berlioz, un élément capital de la construction musicale, de la composition musicale. Il y a une remarque d'ailleurs de Schumann qui montre bien ça. Schumann, qui, rappelez-vous, était un critique acerbe mais informé, jouait les œuvres ou se faisait jouer les œuvres de Berlioz au piano et disait, c'est étrange, quand on le joue, on a toujours envie de le corriger à cause de son harmonie, ça c'est moi qui commente, à cause de son harmonie un peu bizarre où il met des accords de mi bémol dans un truc en do majeur, ça fait quoi là? Mais, dit Schumann, quand on le corrige, ça tombe toujours à plat. Il a aussi eu cette intuition pour Wagner, je crois à propos de Tannhäuser, qu'il a essayé de jouer au piano et il s'est dit mais ça sonne pas, je comprends rien à cette musique, et il a entendu Tannhäuser à l'orchestre et il a changé d'avis. Il s'est rendu compte que ça changeait tout, le fait que ce soit présent à l'orchestre. Schumann a donc apparemment fini par comprendre qu'effectivement le timbre pouvait être un ingrédient essentiel de la musique. J'espère que cette idée est claire parce qu'elle est vraiment centrale. Rappelez-vous que on va en parler dans le cadre de la musique du XXe siècle, les 4 paramètres habituellement reconnus, parce qu'il faudrait un peu détailler, mais bon, les 4 paramètres du son qui suffisent à définir un son et à caractériser un son, c'est la hauteur, la fréquence, la durée, le rythme si vous voulez, l'intensité et le timbre. Et jusqu'ici, on avait pris en compte dans la musique évidemment la hauteur, écrire un la ou un si bémol, c'est pas la même chose, ça change complètement les règles de l'harmonie et du contrepoint. Le rythme, évidemment, qui est écrit à partir du XIIIe siècle dans les partitions, pour faire simple. L'intensité à partir du, bon, certainement qu'on le tenait déjà en compte auparavant, mais on écrit dans les partitions des pianos, des fortés et des crescendo à partir du XVIIe et ça se développe au XVIIIe siècle, mais le timbre restait plutôt le parent pauvre de l'écriture musicale. Si on fait un traité, si Berlioz fait un traité pour nous parler presque exclusivement de ça, c'est manifestement qu'il a compris, qu'il a relevé, peut-être avant la plupart des autres compositeurs de sa génération, que c'était un paramètre important également. Et comme je le disais tout à l'heure, écrire un accord de la mineur pour une famille de cordes ou un accord de la mineur pour les cuivres, ou peu importe pour quel, enfin, il faudrait encore voir pour quel cuivre, ça n'est pas la même chose. Ça ne donnera pas le même accord. C'est presque aussi différent que de changer entre la mineure et sol mineur, même entre la mineure et la majeure. Bon, donc orchestration, c'est un brillant orchestrateur, mais c'est aussi quelqu'un qui a une pensée nouvelle de la musique. Il faudrait aussi parler de spatialisation. C'est un sujet que je ne maîtrise pas très bien, mais il semble que, notamment vers la fin de sa carrière, Berlioz ait de plus en plus exploité des techniques de spatialisation, c'est-à-dire en créant des décalages spatiaux entre des sons pour créer des effets acoustiques intéressants. Bon, il y a des exemples qui sont assez connus, on en verra un dans les Troyens, et puis il y a simplement le fait de mettre certains instruments sur scène et d'autres soit en coulisses, soit dans une fosse, ou, bon, de mettre un décalage entre des instruments, ce qui crée aussi des décalages acoustiques pour l'auditeur et même pour les musiciens eux-mêmes. Donc, c'est aussi pris en compte la dimension de l'espace dans l'orchestration, dans la création du timbre, dans la pensée de Berlioz. Qu'est-ce que Berlioz a écrit? Eh bien, c'est assez difficile de dégager les genres parce que, comme vous le voyez, il y a du programme partout, si je puis dire. Évidemment, c'est un compositeur qui écrit pour orchestre. Ça, c'est clair. Comme je l'ai dit, c'est un compositeur qui pense directement orchestre. Ce n'est pas l'harmonie qui est la plus intéressante chez lui, même si elle est très intéressante parce qu'elle est souvent très bizarre, très déroutante. Ce n'est clairement pas le contrepoint. Le contrepoint de Berlioz, lorsqu'il écrit des contrepoints de basson dans la symphonie fantastique, par exemple, ils sont manifestement faits plutôt pour donner un effet de grotesque, un effet de ridicule qui est un peu grinçant. Il faudrait parler d'ailleurs du grotesque et du sublime en lien avec Victor Hugo, qui a catégorisé ces deux notions esthétiques, mais je passe sur cette question-là. Donc, c'est un compositeur qui écrit presque exclusivement pour l'orchestre, en y incluant souvent des chœurs et des voix. Du reste, il traite la voix humaine comme un instrument, dans le traité d'instrumentation et d'orchestration. Il en parle également. Donc, si vous regardez un petit peu tout ça, Berlioz a écrit 5 symphonies. Mais évidemment, ce n'est pas la symphonie numéro 1, la symphonie numéro 2, etc., jusqu'à la symphonie numéro 5. Ce sont des symphonies qui ont des titres et qui ont des programmes. Des programmes, c'est-à-dire, pour faire simple, des histoires. Comme on verra, c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, les symphonies donc, racontent quelque chose. Elles ont un élément extra-musical, une narration, un texte qui en explique le déroulement et les idées fondamentales. C'est pas quelque chose de complètement nouveau, puisqu'après tout, la 9e symphonie de Beethoven, c'était pas une symphonie à programme, mais c'était une symphonie qui avait une idée extra-musicale et qui avait un texte. Donc ne commettez pas l'erreur de dire c'est bizarre, c'est pas vraiment des symphonies. Oui, c'est vrai, c'est des symphonies à programme, mais ce sont quand même des symphonies. Berlioz les appelle comme ça, à la suite de la 9e de Beethoven, il fait partie des compositeurs qui sont convaincus, comme Liszt et comme Wagner, qu'il faut de nouveaux genres musicaux pour aller encore plus loin que la symphonie de Beethoven, en incluant justement les chœurs, en incluant l'idée de théâtre, en incluant une idée de narration et encore d'autres idées dont on va parler. Donc Berlioz a écrit 5 symphonies,
avec des programmes dans lesquels il est absolument possible d'avoir inclusion du chœur, inclusion d'une histoire parlée, récitée. Alors, on peut détailler un petit peu. La symphonie fantastique comprend un programme, c'est-à-dire une histoire, écrite par Berlioz lui-même et qui est censée être distribuée aux auditeurs avant, voire pendant l'écoute. L'Elio, le retour à la vie, c'est la suite de la symphonie fantastique. Berlioz l'a défini comme un mélologue. C'est en fait une symphonie dans laquelle vous avez un récitant qui raconte l'histoire en live. C'est assez génial parce que, écoutez le début, hein, vous verrez, en principe, quand on écoute la symphonie fantastique, il faudrait écouter l'Elio après, puisque c'est la suite. L'artiste se réveille suite à la symphonie fantastique et, après son hallucination et son rêve horrible, hein, qui est décrit justement dans la symphonie fantastique, il revient à la vie et il dit « j'entends des harmonies ». Et on entend, nous aussi, les harmonies qui sont jouées par l'orchestre. De nouveau, un rapport direct avec le texte. Harold en Italie, c'est une sorte d'anti-concerto pour alto, alto à cordes, où manifestement l'alto est Harold, est le personnage. Et c'est très intéressant parce que ce n'est pas vraiment un concerto virtuose. L'alto est pratiquement toujours en conflit avec l'orchestre. Il semble vouloir faire autre chose que l'orchestre. Le rapport entre les deux groupes instrumentaux est très intéressant. Et ça met en avant cette idée qu'un instrument de l'orchestre peut jouer le rôle d'un personnage en allant à quelque part encore plus loin que ce qu'on aurait fait si on avait eu un chanteur avec un texte pour le présenter. C'est exactement l'idée qui est poussée en avant dans l'œuvre de Berlioz que Wagner aimait le plus, Roméo et Juliette, qui, disons, est construit un peu comme un opéra, mais qui, évidemment sur Shakespeare, mais qui n'est pas un opéra. Les personnages de Roméo et Juliette sont joués par les instruments de l'orchestre. Et Berlioz a ces mots assez extraordinaires. Au fond, il pense que l'amour de Roméo et Juliette est trop sublime pour être confié à des chanteurs. C'est pas la faute des chanteurs, mais c'est une idée très romantique. C'est trop puissant, c'est trop profond pour être exprimé par des mots. Et donc, on arrivera mieux à exprimer l'amour de ces deux personnages par simplement la musique, par simplement les sons, par les instruments de l'orchestre. Il y a bien des chœurs dans Roméo et Juliette et des solistes, mais ils jouent le rôle de narrateur. Ils sont là pour déployer l'histoire et au fond, l'amour lui-même, les personnages principaux, sont joués par les instruments de l'orchestre. La grande symphonie funèbre et triomphale comprend un chœur facultatif de fermeture à la fin du dernier mouvement. Donc, ce sont des symphonies, disons, avec une ouverture assez considérable du concept de ce que peut être une symphonie. Quant à l'idée fixe, c'est bien connu hein, dans la symphonie fantastique, c'est une préfiguration de l'idée de leitmotiv de Wagner. C'est pas non plus quelque chose de totalement nouveau, mais chez Berlioz, ça prend une force particulièrement importante. Donc, c'est quoi l'idée fixe? C'est un motif, un thème, si vous voulez. Complètement hors temps et hors rythme, désolé. C'est un motif musical clair qui est associé par le sujet du programme, le personnage dont le programme raconte la vie, si vous voulez, ou raconte le rêve. Le personnage associe cette idée musicale qui lui revient en permanence à l'être aimé, à sa bien-aimée. Il y a une dimension autobiographique de la symphonie fantastique. Berlioz l'a écrite pour une actrice dont il est tombé amoureux en même temps que de Shakespeare, Harriet Smithson, qui va finir par épouser, et ils vont être très malheureux, et ils vont se séparer au bout de quelques années. Se séparer pas en divorçant, puisque c'est interdit pendant la Restauration en France, mais en vivant séparément l'un de l'autre. Biographie romantique. Donc, je reviens à mon idée fixe, Berlioz associe un motif musical à cet être aimé, et à chaque fois que dans le programme l'idée fixe revient, c'est l'être aimé qui revient. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement l'association du personnage avec l'idée, c'est presque plutôt le contraire. On a d'abord l'idée musicale et ça finit par être associé à un personnage. Mais surtout, et ça sera très important quand on parlera des leitmotifs de Wagner, cette idée fixe n'est pas figée, elle peut évoluer, elle peut changer. En fonction de ce qui se passe dans l'histoire, le motif qui est associé en l'occurrence à un personnage et à l'amour que le personnage principal éprouve pour ce personnage, cette idée peut changer au fur et à mesure que cet amour se transforme ou que ses visions, parce qu'il a consommé trop d'opium, se transforment, comme on le verra. Donc, d'un point de vue du genre, innovation de Berlioz, symphonie à programme, symphonie comprenant un programme, c'est-à-dire, si vous voulez, une histoire ou quelque chose de littéraire qui sous-tend le discours musical, qui vous explique ce qui se passe dedans. Différence avec le poème symphonique de Liszt, essentiellement le fait que la symphonie à programme est en plusieurs mouvements. Par ailleurs, le poème symphonique peut s'inspirer d'autre chose qu'un texte littéraire. L'idée fixe, une des préfigurations du leitmotiv de Wagner, une idée musicale qui s'associe à une idée extra-musicale, par exemple un personnage. Et puis, disons, les autres genres qui exploitent également l'orchestre symphonique, l'ouverture,
Les opéras, surtout vers la fin de sa vie, notamment les Troyens, qui est son opéra le plus monumental et certainement le plus réussi, des oratorios et pièces lyriques et de la musique chorale, avec souvent, chose qui est assez caractéristique chez Berlioz, la dimension religieuse tournée plutôt comme une dimension de théâtre. Berlioz n'était pas croyant. On verra le même phénomène chez quelqu'un comme Verdi, où c'est un petit peu plus compliqué. Berlioz a un rapport à la foi qui est celui d'un artiste qui voit des gens, ou celui d'un agnostique, qui voit des gens aller prier et qui sont pris de passions particulièrement fortes et qui se dit ça fera un bon sujet d'opéra. Et donc, il a une vision très théâtrale de la foi chrétienne, un peu comme Meyerbeer, ce qui lui sera d'ailleurs reproché, et qui sera aussi reproché à Meyerbeer, par pas mal de compositeurs dans la suite du 19e siècle, et notamment par les Allemands, qui ont, à la suite par exemple de Mendelssohn, une vision beaucoup plus sérieuse de la religion comme faisant partie de leur identité. En France, on a un rapport beaucoup plus frivole, disons beaucoup plus léger, beaucoup plus critique, féroce à l'égard de la religion. C'est l'une des sources de cette fameuse mythologie nationale qui dit que les Français sont plus légers et les Allemands sont plus lourds ou plus profonds. Ça dépend si vous êtes français ou allemand, qu'on retrouvera à la fin du 19e siècle dans la bouche de gens comme Debussy et même comme Wagner, etc. Bien, je crois que j'ai dit ce que j'avais envie de dire à propos de Berlioz sur les généralités. On va, dans la vidéo suivante, voir quelques exemples en se concentrant bien sûr sur l'œuvre qui est généralement considérée comme la plus emblématique et la plus importante de Berlioz, et qu'il écrit il n'y a même pas 30 ans, en faisant une entrée fracassante dans l'histoire de la musique, la symphonie fantastique, mais on verra également quelques autres exemples que je trouve intéressants.